Voilà, de retour donc pour la troisième partie, toujours avec Alain Benajam, toujours avec, il y a pas mal de questions des métanautes, on a dit qu'on allait répondre en priorité, voilà, je vais prendre une première question, ne croyez-vous pas que la démocratie n'est possible qu'au niveau local? Et c'est évident que ça marche mieux quand il y a moins de monde, hein. Tu vois, on est tous les deux, déjà on arrive à s'engueuler, donc à trois c'est encore plus, donc bien entendu que dans une société qu'on pourrait penser s'approchant de l'idéal, en réseau, elle pourrait justement pratiquer une démocratie plus locale au sein d'un réseau, et après le réseau pratiquer à un autre niveau de démocratie, par exemple. Mais c'est vrai que la démocratie, l'État qui se rapproche le plus d'un État démocratique, ou pratiquement le seul, c'est la Suisse, quoi, et qui est un petit État. C'est un tout petit pays. Donc ça, c'est pas faux. Alors, une question aussi intéressante. On me dit, que pensez-vous du nationalisme culturel qui se situerait entre l'ethnique et le civique? Oui, ben c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. J'étais à un moment un républicain un peu psychorigide, et donc j'ai défendu le nationalisme civique, qui est le nationalisme légal. Mais il faut bien une légalité. Bon, cependant, je réfléchis en permanence, et puis j'ai réfléchi sur cette fameuse pensée holistique, sur l'importance du passé dans chaque processus, et sur l'idée de nation. Donc on a une nation qui provient d'un passé, extrêmement important, qui a créé des mythes, et que cette nation, évidemment culturelle, et c'est elle qui va influer dans la réalisation des lois, si tu veux. Une nation en pays arabe musulman n'aura pas les mêmes lois que chez nous. Et donc on voit que les lois en France, en Allemagne, en Angleterre sont différentes parce que issues d'un passé différent. Donc il est bien évident que dans la nation civique, il y a une part incontestable de nation ethnique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est-à-dire que le peuple, la nation, faisant ses lois, crée les lois d'après ses mœurs. Et ces mœurs sont issues de l'histoire, quoi. Voilà. Donc il a raison. Il faut voir... C'est politiquement correct de dire ça, de nos jours. Pourquoi ? Parce que tu parles d'ethnie, comment dire qu'il y a une ethnie donc liée à l'identité française? Moi je parle pas d'ethnie, je parle de nation. Je parle de nation. Ethnie, si tu veux, j'ai fait de l'ethnométhodologie. Ethnie, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est plus restreint à une ethnie qu'une nation, si tu veux. Beaucoup plus restreint, si tu veux. Une ethnie, c'est vraiment des gens qui ont des pratiques complètement identiques. Voilà, c'est pour ça que... Et ethnique, il y a un ressort génétique dedans? C'est-à-dire que plus tout réagit surtout selon les principes qu'on a édictés sur les processus. Et donc, plus les gens sont concentrés les uns sur les autres, plus ils partagent des idées similaires et des pratiques similaires, et puis ils partagent des gènes similaires aussi. Ça, c'est vrai. On l'a vu, pourquoi il y a des gens du Nord, ils sont tous blonds aux yeux bleus, c'est qu'ils ont cloné à un moment donné. Puis après, il y a des Chinois. Bon, il y a un truc marrant, quand tu vas en Chine, j'étais en Chine, tu vois qu'il y a des gens qui se ressemblent partout, quoi. Tandis que chez nous... C'est raciste. Non, mais écoute, tout le monde a les cheveux noirs, raides, la peau de la même couleur. Si tu veux... Bon,
C'est tout. Tandis que chez nous, il y a toi, il y a moi, il y a des roses, des bras, des nous, machins. c'est le mondialisme. Eux, ils n'ont pas connu autant peut-être de brassage, on va dire. Mais non, voilà. En France, quand même. Enfin, en France, mais en Europe, les lois chez les Chinois, les Chinois, ils ont une culture extrêmement puissante. Ils ont un passé non, mais ils ne sont pas trop mélangés. Puissant. Il paraît non, que ils ne sont pas mélangés. Attends, j'ai vu une étude récemment, ils disaient qu'ils sont allés au Japon, étudier la population japonaise, parce qu'ils disaient que leur patrimoine génétique, ils étaient tellement restés entre eux qu'il était probablement identique à ceux qu'il y a 20 000 ans. Ah oui, puis ils étaient beaucoup plus dur, par exemple, même pour des Européens, il y a 20 000 ans, on dit, alors que chez les Japonais, ça paraît, ils ont tellement pas bougé, puis ils se sont pas métissés avec d'autres populations, donc du coup, leur patrimoine génétique est resté le même. C'est vrai, non, mais tout réagit sur tout. Il y a un effet, effectivement, génétique dans une ethnie, c'est vrai. Mais si tu veux, une ethnie n'est pas réellement identifiable légalement. Parce qu'il y a ceux qui sont plus au centre, ceux qui sont plus à la périphérie. Donc tu ne peux pas faire des lois ethniques, c'est pas possible. Au bout d'un moment, dans une société, tu es bien obligé d'établir une égalité et donc d'établir un civisme, une égalité, si tu veux, dans l'appartenance. Oui, dans l'appartenance, effectivement. Voilà. Alors, on me dit... tant qu'on est à la communauté de communes, la nation n'est-elle pas la fin du régionalisme? Est-ce que, oui, la nation n'est-elle pas la fin du régionalisme? Est-ce que la nation, elle n'a pas abouti? Elle n'est pas conne, sa question, au contraire, parce que finalement, moi, regarde, tout à l'heure, on a parlé justement de ces cycles un peu naturels. Si je me fie au cycle naturel de l'histoire, bon, je ne vais pas remonter jusqu'à Mathusalem, mais en gros, il y a des petites communautés qui finissent par former des petites régions, qui finissent par former des nations. Le sens de l'histoire, il voudrait être du côté des mondialistes, parce qu'il y a encore, par exemple, 300 ans, même 300-400 ans, toi t'es bien placé pour le savoir, puisque la France n'existant pas telle qu'elle est constituée aujourd'hui, les gens ne se sentaient pas vraiment français, en fait, au sens où on l'entend aujourd'hui, nous. Je suis certain que voilà, ils se sentaient plus originaires de leur région. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la part. C'est-à-dire que même s'ils étaient soumis au roi dans leur régime politique, en tout cas dans leur appartenance culturelle, ils ne se sentaient pas d'un ensemble français, ils se sentaient je sais pas, Berrichon, Aquitain, Breton, etc. Et la nation, elle s'est forgée après, l'idée de se sentir appartenant à un même ensemble. Et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une notion, là je vais faire l'avocat du diable, mais logique, c'est-à-dire le sens de tout ça, c'est d'aller vers justement le mondialisme, puisque le mondialisme, c'est encore une conscience, on va dire un stade supérieur de cette conscience, quoi, tu vois, comme du régionalisme à la nation, de la nation au mondialisme, quoi. Oui. Alors déjà, il faudrait qu'on parle tous la même langue, c'est pas demain la veille, tu me diras, on peut toujours parler de globish. Il y a effectivement cette tendance là, mais on a vu de l'autre côté, on a eu une question sur la démocratie, et en disant, ah oui, mais est-ce que la démocratie ne peut s'exercer que sur un petit nombre? Bien entendu, on voit mal la démocratie s'exercer sur l'ensemble du monde. Le mondialisme va très bien avec l'oligarchie, va très bien avec un pouvoir totalitaire. Tout le monde pareil. C'est-à-dire on va tout raser, on va faire oublier l'histoire aux gens, ils vont tous boire du Coca-Cola, devenir gros et oublier leur histoire. Mais là, tu tues l'humanité. Je vais expliquer pourquoi. Il y a quelque chose que j'ai pas... Je tue la diversité de l'humanité. Tu tues la diversité. Tu tues la diversité. Exactement. Et que nous amène la diversité? La diversité nous amène des combinaisons différentes. On a vu la complexification. La complexification est issue de tentatives du processus de s'élever, donc d'émaner, il pousse, et quand il n'arrive plus à pousser, d'émerger en faisant des tentatives, mais il peut faire des tentatives qu'en ayant des éléments différents. Si tout le monde est pareil, tu vas forcément vers l'entropie, vers la mort anthropique. Tout le monde pareil.
comment la société peut évoluer. Elle ne peut plus évoluer. Donc, il y a une nécessité vitale à conserver un esprit national pour que chacun offre sa différence à l'autre. Hein. Il faut... rappelle-toi de ce qu'on a fait avec Fressinger, là, sur la frontière. Hein, c'était puissant, son bouquin. Hein. Apporter... J'ai fait un article là-dessus, c'est en partant des idées de Nietzsche, apporter sa différence à l'autre. Hein. Si tu n'es pas différent, qu'est-ce que tu vas apporter à l'autre? Tu vas être pareil, c'est tout. Donc il y a une nécessité de conservatisme. D'ailleurs, elle en parle, notre amie personne, de ce conservatisme qui est en rapport dialectique avec l'émergence. C'est-à-dire que nous, on puise dans notre passé, on puise ce qui va nous faire avancer. Donc, bon, il y a un aspect important du conservatisme national pour garder sa potentialité, sa puissance potentielle de pouvoir faire émerger quelque chose d'autre, quoi. Tout le monde pareil, c'est la mort. C'est ce que nous amène le mondialisme. Le mondialisme, c'est la mort de l'humanité. Alors, le mondialisme, c'est à la fois nier effectivement la diversité de façon, en tout cas, historique, à tous les sens, hein, tous les niveaux de l'humain, jusqu'à l'échelle individuelle, puisqu'on nie même l'identité sexuelle. Hein. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien. Donc... tout le monde s'encule et vas-y. Je ferai pas de compte. Attention, tu sais que attends de nous surveiller. Et donc, dans ce contexte-là, est-ce que... il y en a aussi qui vont défendre l'idée, et c'est ça l'idée d'ailleurs des mondialistes, c'est de dire, oui, mais l'humanité, à la fois, c'est-à-dire qu'ils la conçoivent comme une humanité totale, mais la différenciation, ils la conçoivent comme une individualité qui se crée elle-même. Donc on arrive où il n'y a plus... En fait, il n'y a plus d'héritage. En fait, l'héritage, on te dit, ne sert à rien, hein, et on te balance l'héritage, et on te demande de toi-même... te créer, tu es ton propre Dieu finalement. Mais tu peux pas. On a vu que l'instant contient tout le passé. Ouais. Donc, si tu coupes un instant de ton passé, tu le tues. Enfin, ça n'existe pas, si tu veux. Si tu veux, nous, notre société, on est fabriqué avec notre passé. Et le fait qu'on parle les langues, les concepts que l'on parle, je parlais rapidement du mot domination, qui vient de Dominus, qui était le propriétaire du domaine, et que cette domination vient emmène l'idée de possession et de propriétaire, si tu veux, donc ça ramène des idées. Le terme de pater, le père, c'est pas le géniteur, mais c'est le prêtre, parce que dans le domaine, le chef de famille qu'on appelait pater était le prêtre de la religion domestique du domaine. Donc tout ça, ce sont des concepts qui nous appartiennent, si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que... Alors, tu vois, je suis encore mon avocat du diable, mais est-ce que cette destruction-là et tout ce que je viens d'expliquer, est-ce que la société de réseau, sinon d'être la responsable, en tout cas, est la vectrice de ce qui accélère ce processus de destruction? D'abord, dans une véritable société de réseau, chacun offre pour son propre intérêt. C'est-à-dire, on ne voit pas un mec dans une société de réseau faire en sorte qu'il va devenir plus pauvre, il va payer plus. Non, lui, il va aller dans son propre intérêt, déjà d'une part. Donc, il y a une capacité de contestation dans le réseau qui n'existe pas dans la société pyramidale. Ça, d'une part. D'autre part, on peut très bien, comme je l'ai dit, avoir des sociétés de réseau par niveau. Hein,
ceux qui font de l'informatique, qui font du C, ils savent très bien comment ils organisent leur logiciel en différentes procédures et que tu fais une procédure avec d'autres procédures. Ça en C++. C++, c'est un langage qui est organisé en réseau, qui est un vrai... un vrai exemple d'organisation. Hein, d'organisation, comment fonctionne, comment faire fonctionner quelque chose en réseau quand tu développes en C++. Donc, il faut conserver la nation et l'histoire, mais on peut très bien être en réseau à l'intérieur de la France et que c'est très bien qu'il y ait des Bretons, c'est très bien qu'il y ait des Alsaciens, des Provençaux, etc., et qu'ils cultivent leur régionalité et qu'il y ait une loi est-ce que cette commune société pour de tous. réseau, il n'y a pas un énorme danger? Alors justement aussi, voilà, c'est qu'on est, comme tu l'as dit, on est dedans. Est-ce que les gens qui ne cessent de remettre tout en cause, quel que soit le domaine, quelque part, dans cette société de réseau, bah, c'est pour ça qu'in fine, il n'y aura plus de normes, il ne peut plus avoir d'héritage, puisque, en gros, il y a tellement... Plus personne n'est d'accord sur rien, en fait, je choisis ce que je veux. C'est pour ça que je parlais que, est-ce qu'inévitablement, dans cette société de réseau, elle ne mène pas à cette pensée individuelle poussée à son paroxysme, puisque j'ai le choix. C'est-à-dire que, dans cette société de réseau, il n'y a pas d'impôt. Par exemple, sur l'histoire, ben voilà, il n'y a pas de version historique, après tout. Moi, je peux lire les ressentis qui me disent il manque 1000 ans d'histoire, que ça correspond pas. Je peux lire un autre qui me dit, bah, finalement, c'est les Égyptiens, c'est le Mali qui a découvert l'Amérique, etc. Puisque c'est ça. Est-ce que c'est pas aussi... est-ce que la société de réseau ne va pas être, je veux dire, un espèce de Disneyland géant, qui disent que la Terre est plate. Ah bah c'est pareil, j'aurais pu prendre l'exemple. Non mais tu sais que j'aurais pu prendre l'exemple parce que tu sais que cet exemple-là, il colle parfaitement à ce que je viens de dire. Oui, mais on remet tout en cause. Mais le ressentisme, les terres plates, tout ça, c'est des fakes qui sont donnés par la CIA pour, alors il y a de ça probablement, pour déconsidérer mais tu les vois réseaux bien, sociaux. Oui, mais tu vois bien que ça prend. C'est-à-dire que en 2017, ah si l'histoire de la Terre plate, mais non, tu sais quoi, je reçois, tu peux pas savoir le nombre de mails de gens qui veulent que je revienne là-dessus. Alors je leur dis mais attendez, envoyez les péter. Je peux t'assurer que la Terre n'est pas plate. Avec j'aurais promis. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas une évidence. Et c'est exactement, tu vois, puisque t'en parles, c'est exactement le sujet, justement, le genre de sujet dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont remis en cause des choses qui nous paraissaient évidentes depuis des siècles, finalement. Justement, si tu veux, dans cette histoire de réseau, il y a des cons qui disent que la Terre est plate, et puis il y a ici, on fait une émission de philosophie extrêmement avancée. Si tu veux, il y a tout. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas ça non plus. Il n'y aurait pas une introduction à la pensée holistique qui est mais les réseaux, après, il y a de tout. Alors c'est à chacun, d'amener son influence. Je suis bien d'accord. Mais nous, on est bien plus d'influence que les mecs qui disent que la Terre est plate. Même sur les réseaux, in fine, ils vont finir par se regrouper. C'est-à-dire, en gros, les réseaux... il y aura un petit groupe de mecs qui diront que la Terre est plate. Oui, mais si demain, ils sont majoritaires sur les réseaux... non. Le jour... c'est un peu... mais je spécule. Mais ces mecs-là sont majoritaires. Le mec qui arrive sur ces réseaux, il va se faire dégager du réseau. Ou alors, ça va être infernal pour lui. Il y aura ce qu'on appelle en ethnométhodologie, ce qu'on appelle un village, c'est-à-dire des gens qui ont des pratiques... identiques, et qu'il peut se créer des villages virtuels par les réseaux, et tous les mecs qui disent la Terre est plate, il faut les laisser dire la Terre est plate. Ils existent déjà, finalement, ces villages virtuels dont tu parles, finalement, ils existent dans beaucoup de... oui, mais ça a toujours existé. Qu'ils soient virtuels ou pas. Avant, il y avait des vrais villages, maintenant, ils sont virtuels. Alors, je spécule encore, je pousse ce village qui grossit, puisqu'il y a de plus en plus de gens, on va dire, qui adhèrent à la Terre est plate. À la Terre est plate, ce qu'on veut, par exemple. Si ça devient majoritaire, qu'est-ce qui se passe dans la société? J'y crois pas, c'est pas possible. Pourquoi? Il faudrait que les gens soient devenus complètement cons. Pardon, mais les gens dans l'Antiquité, il y avait bien des gros trucs qu'on croyait qui étaient complètement cons aussi, non? Oui, croyances absurdes, non? Il faut tourner cette fois autour de la table quand j'ai vu... Moi, je ferais mon village pour dénoncer ces gens-là comme étant de faits imbéciles. J'y crois pas, franchement.
Donc, c'est marrant le terme croire, tu as vu qu'on utilise. On en a déjà parlé de croire, on peut faire une émission encore là-dessus, si tu veux, mais croire, ça veut dire que c'est un choix, c'est pas une évidence, quoi. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait... Donc c'est une croyance. Donc croyance, c'est basé sur rien, c'est un choix. Je choisis de croire ou pas. Alors que l'évidence, c'est quelque chose que tu n'as pas le choix. Tu peux pas choisir, tu peux pas croire. Tu as le choix en là. Tu n'as plus le choix entre deux types de sociétés, c'est foutu, puisque l'ancienne est morte. Mais avant, tu avais ce que j'appelle, entre guillemets, une parole d'évangile. C'est-à-dire, tu avais des axiomes, un dogme, en général extrêmement crétins, parce que la plupart des dogmes sont crétins, et il fallait absolument y croire, et si tu n'y croyais pas, on te cramait, quoi. En gros, tu allais sur le bûcher. Mais est-ce que c'est pas la même chose dans les sociétés de réseau, sauf non, que les dogmes ne sont pas établis. C'est ça la différence. Non. C'est-à-dire que les dogmes sont de ceux qui les rejoignent. Oui, c'est-à-dire quand ils forment une meute suffisamment puissante pour influer sur le réseau, et ils imposent leur dogme sur le réseau. Mais tu reviens à une société pyramidale à ce moment-là. Mais c'est par les réseaux. C'est plus un réseau. C'est plus un réseau. Le réseau, c'est la multiplicité. Donc, c'est aux gens intelligents comme nous de dire que ces gens-là sont des imbéciles, c'est tout. Il faut faire des émissions comme ça, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux, que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux qu'avant, où tu étais obligé de croire toutes les inepties, et que si tu les croyais pas, tu étais cramé quand même. Et puis c'était tous la même, c'était la même ineptie que tout le monde devait croire. C'est quand même mieux maintenant. Il y a des inepties encore, mais il faut les laisser, les inepties. Il y en aura toujours. Et puis, après, c'est le débat. C'est le débat qui fait la chose. Hein, c'est le débat qui fait la chose. Alors, bien évidemment, dans le réseau, si tu veux, l'État profond états-unien a tout intérêt à déconsidérer le réseau. C'est son intérêt. Nous, on est leur ennemi. Nous, on est l'ennemi de l'oligarchie. Est-ce qu'ils ne peuvent pas plutôt s'en servir du réseau, justement? Ils ne peuvent pas s'en servir. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne peux pas te servir du réseau? Mais tu ne peux pas parce que tu as tous les gens qui racontent des histoires différentes. Mais justement, c'est très pratique. Tu leur balances Mais non, c'est pas pratique du tout. C'est mieux d'avoir une église et que tout le monde... c'est mieux. Alors machin, ça c'est mieux, ça c'est impeccable, ça. Regarde, l'église. Je te dis ça. Moi, je suis empathique, tu vois, je me mets à la place du gros mec de la CIA qui veut, justement, comme tu dis, le mec de l'État profond. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai mon réseau, je prends deux informations contradictoires et je mets les deux dans le réseau. Mais c'est ce qu'ils font. Je peux te dire que ça fout la merde. Mais c'est ce qu'ils font. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils balancent des trucs sur le récentisme, ils balancent des trucs sur la Terre est plate, et machin. Ils en balancent sans arrêt. Et puis après, ils vont dire, ah, vous voyez, tous ces gens-là, vous voyez que c'est des fakes, ils racontent des conneries. C'est leur manière de se battre. Et nous, on se bat avec d'autres armes, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Donc c'est à nous de faire... Il y a une énorme faille, en fait, dans cette société de réseau, c'est que elle reproduit le même travers que la société pyramidale, mais caché, de façon cachée. Non, elle ne reproduit pas les mêmes travers. Il y en a qui cherchent à reproduire les mêmes travers, mais ils sont dénoncés. Ils sont dénoncés par les autres, parce qu'il y a un débat. Si tu veux, dans une société où tu as parole d'évangile, il n'y a pas de débat. Donc c'est toujours la même connerie que tu dois croire. Là, il y a des conneries différentes. Il y a des conneries différentes, et au moins, il y a à chaque village, comme nous, de raconter notre conception, d'exposer notre différence et d'exposer notre conception. Voilà, puis les gens, ils font un choix, c'est tout. Ceux qui pèsent dans la société vont être les majoritaires dans le réseau. Ça revient au même, en fait. Oui, mais c'est pas ceux qui vont peser, c'est certainement pas les gens qui disent que la Terre est plate. Ceux qui vont peser, c'est des gens qui développent des arguments tu dis ça, mais s'ils sont majoritaires, composés. S'ils sont majoritaires. Si c'est eux qui deviennent majoritaires dans mais cette société. Ça voudrait dire que des arguments débiles, si tu veux, arrivent à être majoritaires dans une société où, au contraire, il y a une parole qui se déploie de partout. Mais non, c'est contradictoire ce que tu dis. On l'a déjà vu dans l'histoire. C'est complètement contradictoire. Mais non. Hein? On l'a déjà vu dans l'histoire, je dis. Mais l'histoire, elle est passée. L'histoire, c'était une société verticale, l'histoire. Donc tu ne peux pas donner cet exemple-là.
Tu ne peux pas donner cet Il n'y a exemple-là. jamais eu de société horizontale dans l'histoire. Ah, jamais. C'est la technologie Si, qui ramène l'horizontalité. Si, il y a des sociétés horizontales dans les tribus primitives des chasseurs-cueilleurs. Bah, peut-être bien alors dans les civilisations aussi Oui, primitives, mais en c'est Afrique, tout. chez les Indiens d'Amérique, non? On parlait tout à l'heure de tradition primordiale, je ne sais pas si ça te parle, ce concept. Faut vraiment aller dans l'Amazonie pour trouver des tribus de chasseurs-cueilleurs où il y a absolument par exemple, aucune hiérarchie. je sais pas, moi, sauf le chaman. Justement en Amazonie, chez les Indiens, les Waponi, ou je sais plus leur nom, mais ils ont bien des sociétés qui sont très démocratiques, avec le chef qui est élu, qu'on machin, etc. Donc c'est pas des sociétés de réseau? Oui, non, mais c'est des sociétés... Ils n'ont pas Facebook, peut-être, Les mais sociétés de communautés primitives, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Elles ont disparu. Est-ce que dans leur fonctionnement, on pouvait dire qu'il y avait un aspect de réseau, ou alors c'était complètement Oui, mais c'est pyramidal? une petite tribu. Alors, les petites tribus, elles vivent dans l'égalité complète. Il n'y a pas de spécialité. La seule différenciation, c'est les hommes et les femmes, encore à peu près. C'est-à-dire que les hommes chassent et les femmes cueillent. Et il n'y a qu'une spécialité qui est le chaman. Hein, et quand il y a la guerre, on élit un chef de guerre. Voilà. C'est comme ça. Comment ce sont ces sociétés primitives. Voilà. Il n'y a pas de propriété, tout le monde va à la chasse, le produit de la chasse est partagé entre tout le monde. Bon, il y a peut-être encore quelques tribus comme ça en Amazonie profonde. D'accord. Bon, allez, roule. Allez, on me dit, la remise en question systématique ne prend-elle pas au final la forme d'un dogme? C'est très... Mais non, mais il a raison, c'est très en phase avec notre époque, parce qu'il y a une remise en cause systématique de tout dans notre époque. Ça fait partie de cette société de réseau. Puisque aujourd'hui, en réseau, t'as plus besoin... Voilà, je vais te donner un exemple. Par exemple, non mais attends, par exemple, regarde, un scientifique qui conteste une thèse. Aujourd'hui, avec ce réseau, il peut la partager avec plein de gens. Il n'a plus besoin d'attendre, justement, de passer par le canal. Tu vois, sa publication, il peut la sortir tout seul. Donc, on est le contraire de la société verticale. C'est aux autres de le contester. Voilà. Donc, on est bien dans une société où... C'est pour ça que je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je dis la même chose. Où on remet tout en cause. On remet tout en cause. Oui, et pourquoi pas? C'est le principe de la société de réseau. Oui, on met tout en cause, mais on emporte notre passé. Notre passé, on ne peut pas le remettre en cause. Le passé, on l'a avec nous. On parle avec notre passé, on s'exprime avec notre passé. Quoi, comment veux-tu le remettre en cause? Ceux qui nient le passé, parce que justement, c'est ça qu'on leur reproche, ils nient le passé. Celui, par exemple, quand les tenants de la thèse... Il peut le nier, mais ça fait rien. Il a toujours son passé, même s'il le nie. Par exemple, le tenant de la théorie du genre, qui va t'expliquer A par B que... l'identité sexuelle n'existe pas, l'identité biologique c'est de la grosse connerie, que tu n'es qu'un être culturel qui se définit comme il veut, il nie son passé quelque part, puisqu'il nie, il te dit non, moi à partir de moi, toutes les règles qui ont été avant moi n'étaient pas valables. Oui, mais tu peux tout voir si tu veux. Bon, on va dire dans la société de réseau, il y a le meilleur et le pire. Mais dans la société pyramidale, il n'y a que le pire. Donc, il y a quand même un peu mieux. Si tu veux, dans la société de réseau, c'est à chacun d'apporter sa différence et ses explications et d'être didactique. Faire ce qu'on fait là, nous, ce qu'on fait là. Voilà, ce qu'on fait là, nous, on ne remet pas tout en cause. On a une part de remise en cause et une part de conservatisme aussi, si tu veux. On essaye d'expliquer les choses. Bon, tous montrent très bien que les théories du genre, ce sont des théories pour détruire le tissu social. Tout le monde le sait, tu le vois bien sur Facebook. Beaucoup de gens en sont conscients. On me demande l'équilibre fragile entre mythe et utopie. Que pensez-vous de l'équilibre entre mythe et utopie? Alors, c'est deux choses complètement différentes. Si tu veux, un mythe... c'est une histoire. Une histoire, c'est-à-dire quelque chose qui est passé, qui a été mythifié ou dogmatisé. Si on dit d'un mythe de quelque chose qui n'est pas forcément réel, mais qui provient d'une histoire qu'on a mythifiée. C'est comme l'histoire de Héros, Thanatos, ou de la mythologie grecque, ou toutes sortes d'histoire du passé, la mythologie chrétienne, etc., qui contient
au travers des mythes, des structures sociales. Le mythe contient les structures sociales. On comprend bien ça. Hein. Bon. Donc ça, c'est... le passé, c'est notre structure qui est fabriquée de mythes. L'utopie, au sens littéral du terme, c'est quelque chose c'est une société qui n'est pas réalisable, Voilà, qui n'existera jamais. Alors, voilà, il y a un truc qu'il faudrait que chacun... Là, j'ai amené des bouquins pour montrer, voilà. Ça, vous achetez le dictionnaire historique de la langue française de Robert. Là, vous voyez toutes les étymologies, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on torture les mots. Les mots, en politique, ne veulent plus rien dire. Là, on parlait de démocratie, de république, on ne sait plus. Donc, il faut se rapporter à l'étymologie, parce que l'étymologie, c'est aussi notre histoire. Ça rapporte ce qu'il y a derrière les mots. Il y a toujours quelque chose derrière les mots, comme je parlais de cet aspect de domination. Donc, il faut savoir comment les mots, d'où ils viennent et comment ils ont été constitués et revenir. Si je cherche utopie... Non, là, j'ai pas... C'est en 3 volumes. Ah, d'accord. Donc, j'ai que le début. Ah, d'accord. Tu as amené de A à E. D'accord, oui. Ah, oui. Donc, utopie, pas de chance. Ça faisait lourd. Puisque j'ai des bouquins, je peux en profiter pour montrer ce que vous devriez lire, chers amis. Alors, voilà. Alors, il y a pour s'initier à la philosophie du complexe et à la philosophie holistique qu'on a essayé, on a commencé à ouvrir une petite porte. Donc, il y a l'initiateur de cette nouvelle pensée, c'est Ilya Prigogine, qui a écrit un livre qui s'appelle La fin des certitudes. Voilà, La fin des certitudes, et il explique surtout de ce qu'on a déjà parlé, comment se complexifient des systèmes hors de l'équilibre. C'est un chimiste qui a été prix Nobel de chimie, un thermodynamicien. On a vu que les thermodynamiciens, comme Poincaré par exemple, ont toujours été à la pointe de la pensée scientifique, parce qu'ils avaient déjà forcément une pensée holistique dans leur système. Il y a, alors ça évidemment, je voulais en parler, mais c'est très difficile, c'est les paradigmes de la pensée complexe de Marc Halévy, qui est un élève de Prigogine, et qui parle justement des cercles de potentialité, et qui parle du Big Bang, comment avant le Big Bang, il y avait des potentiels avec 3 systèmes de potentialité qui se rejoignent. Donc là, c'est quand même... c'est coton. Alors, un bouquin que tout le monde devrait avoir, lire, relire et relire, qui est remarquable, qui est La Cité antique de Numa Denis Fustel de Coulanges, qui lui décrit par le mot nu l'émergence de l'État antique et l'émergence de l'idéologie et de la pensée antique et de la pratique antique au travers de l'émergence de l'État, hein, de la Grèce antique. Donc ça, c'est un livre fondamental. Et donc, là, je voulais vous parler du nombre d'or, parce que c'était le nombre d'or fait partie du processus d'optimalité. C'est-à-dire que la nature, voulant toujours être optimale, amène des croissances végétales, des croissances animales, toujours en suivant ce fameux nombre d'or. Et ce nombre d'or, qui était vu comme quelque chose venant de Dieu, a été utilisé dans la construction des cathédrales. Voilà. Hein, tous les voilà, ils expliquent le nombre d'or par les spirales des fleurs de tournesol et par les fractales, etc. etc. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, ça allez, petit extrait, alors, de Libraire. Alors, on me dit, concernant le récentisme, la Terre plate, la Terre creuse, l'équateur penché, est-ce que toutes ces curieuses théories donnent finalement raison au concept des philosophes des siècles des Lumières
qui souhaitait éclairer toute chose à la lumière, à la raison, afin de lutter contre les ténèbres de l'ignorance, de l'obscurantisme et du fanatisme, pour permettre aux hommes de vivre dans un monde meilleur. Alors il prend la chose à l'envers en disant, bah, justement, toutes ces choses-là, une fois qu'elles nous permettent de débunker, en fait. Oui, alors, intéressant. on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que cette société, elle est terminée. Il n'y aura plus le siècle des Lumières, il n'y aura plus des savants qui vont vous expliquer comment ça marche. Ça, il faut oublier. Il y aura des amateurs comme lui et moi qui essaieront par eux-mêmes d'étudier et peut-être d'aller plus loin, parce que quand on est un autodidacte, un amateur, on va toujours plus loin qu'un vrai scientifique, parce qu'on va chercher la petite bête, on fait beaucoup d'efforts pour comprendre le monde, et donc il y aura des gens comme nous pour non plus expliquer et faire croire et donner la parole divine, mais essayer de faire comprendre. On va venir dans le siècle de la compréhension et non plus de l'explication. On va comprendre le monde. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. Le siècle des Lumières, c'était un avantage. Il y en a qui dégueulent dessus. Mais c'est le siècle de la science descriptive, comme j'ai expliqué au départ, où on découpait les trucs. Et puis, c'est un siècle qui nous a amené, non pas la compréhension du monde, mais la technologie. Sans le siècle des Lumières, il n'y aurait pas ça, je ne serais pas là à vous parler. Voilà, donc c'est la technologie. Et il nous amènera à quoi, en gros, alors, le prochain... Alors, ce siècle-là, justement, ce changement de paradigme. Parce que la technologie, elle va continuer, la technologie, son bonhomme de chemin. Elle est inhérente, en plus, à ce changement-là, parce que c'est la technologie qui a fait évoluer ça. Oui, absolument. Sans technologie, on n'aurait pas pu. Absolument. Sans technologie, on n'aurait pas changé. Peut-être qu'on va arriver à un siècle de compréhension. Malraux disait, le 21e siècle sera religieux, ne sera pas. Moi, je dis, le 21e siècle sera philosophique ou ne sera pas. C'est-à-dire qu'on va arriver à une tentative de compréhension globale du monde. Cette histoire de potentialité, il y a des choses que j'ai expliquées ici qui sont nulle part, qui viennent de mes discussions avec le petit moi qui était là, si tu veux. Tu vois, hein, nous, on a créé une école entre nous de penser. Ça lui fait plaisir. Oui, non, mais c'est vrai, si tu veux. Et tout ça, c'est parti du fameux Méta TV où personne n'a compris quoi que ce soit. Ah oui, la fameuse émission. Voilà, et moi, il dit, ah non, mais moi, j'ai bien compris. Il a dit, bah d'accord, et puis moi, il a bien compris, et puis finalement, il y a aussi Bricmont qui avait bien compris. Mais... Oui, prof de physique, bah oui, doctorat. Prof de physique, alors, c'est normal. Bon, voilà, donc on crée ici, donc j'en ai discuté avec notre ami Personne qui nous a fait des petits billets là-dessus, puis pour elle c'est facile à rentrer là-dedans, parce que c'est une professionnelle, mais nous, moi et moi, on est pas des professionnels, mais on est des créatifs. Hein? Professionnel, souvent, il n'est pas créatif. Alors, nous, on est des créatifs. Donc nous, on n'a pas peur d'inventer de la philosophie. Tandis que notre cher professeur de philosophie et docteur, peut-être qu'elle a un peu peur de marcher sur les plates-bandes de Hegel, de Marx, de Heidegger, de tout ce que vous voulez, mais nous, on n'en a rien à foutre de marcher sur les... Voilà, c'est tout. Hein. Nous, on essaye d'avoir une pensée un peu innovante. Ouais, d'accord. Mais ça veut dire, est-ce que dans cette société-là, c'est pas aussi, voilà, bah, le petit général va se prendre pour Napoléon, celui qui sait à peine dessiner se prend pour Picasso, et celui qui... oui, mais est-ce qu'on n'est pas aussi à l'heure de ça? Parce que c'est ce qu'on critique beaucoup de notre société, que comme il n'y a plus, évidemment, il n'y a plus cette notion pyramidale, donc entre guillemets, il n'y a plus d'élitisme. Pourtant, il y a quand même une forme qui subsiste, mais bon, on dirait qu'il y a plus d'élitisme. Si, il y aura un élitisme. Mais... Il y aura un élitisme qui ne sera plus un élitisme qui vient d'une lignée d'élite. Il n'y aura plus de fils d'aristocrates. Donc... Il y aura un élitisme de ceux
qui arriveront à se faire des leaders d'opinion, comme D'accord, toi. ouais. Comme toi, Donc en fait, tu arrives à voilà. être une élite, tu arrives à être un leader